BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver comme tous les jours à 15h pour le club BFM Crypto. On a plein de sujets à aborder aujourd'hui. On va parler de Cannes, d'Ethereum, du Bitcoin, d'éducation, de ce qu'il y a à faire, des systèmes, de l'évolution. Bref, on n'aura pas assez d'une demi-heure, évidemment, comme tous les jours. Avec mes invités, Grégory Raymond est à Cannes aujourd'hui, cofondateur de The Big Whale. On va vous rejoindre dans un instant, Grégory. Vous êtes donc sur la Côte d'Azur. Yves Chouefatier sur ce plateau, président fondateur de Tobam. Bonjour Yves. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur cette émission, et Thibault Langlois-Berthaud, le fondateur et administrateur de Cryptosphère. Bonjour Thibault, ravi de vous accueillir dans cette émission également. Vous continuez à nous poser vos questions, vous savez, on y répond tous les jeudis entre 15h et 15h30, les questions les plus simples jusqu'aux questions les plus compliquées, les plus averties. Eh bien, vous nous les posez, on y répond pendant une demi-heure avec mes experts sur ce plateau le jeudi. Le club BFM Crypto, c'est parti. Grégory Raymond, je profite du fait que vous êtes à Cannes depuis l'Ethereum Community Conference, 8e édition. Comment ça se passe là-bas? Il y a du monde déjà? Il y a énormément de monde, c'est un très très beau succès, et notamment pour les projets qui viennent de loin, notamment des États-Unis. Ouais. Je crois que l'événement est en train de marquer un peu tout le monde sur la prestation de la ville, la qualité des lieux. Ouais. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les prochaines éditions d'ETHCC se dérouleront à Cannes, au Palais des Festivals. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup plus de monde qui sont présentes que par rapport aux éditions parisiennes. Il y a à peu près 10 000 personnes, en tout cas, si on comptabilise sur les 3 jours qui sont venus. En tout cas, oui, très très beau succès. En plus, il fait un temps magnifique, quoique un peu trop chaud, mais c'est un paysage en tout cas qui convient à tout le monde. Vous avez, on va revenir sur Robinhood et ce qui s'est dit hier, évidemment, mais vous avez aussi écouté la conférence de Vitalik Buterin ce matin. Qu'en est-il ressorti ? Alors, en fait, c'était très, très intéressant. Donc, c'était ce matin vers 11h40. J'étais au premier rang pour l'écouter. Alors, il a fait une keynote sur les valeurs d'Ethereum, surtout, et ce que la communauté devait faire. Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui en fait, aujourd'hui, sont un peu accaparés par la spéculation, par la technologie, pour la technologie. Hein. Et en fait, il a rappelé que quand on fait de la technologie pour de la technologie, parfois, ça n'a pas de sens, et qu'il fallait un peu remettre au centre les valeurs de cet écosystème. Et en gros, ce qu'on veut réellement faire avec Ethereum. Je peux juste vous partager une petite citation de sa part que j'ai trouvée assez pertinente. Il dit « Nous ne voulons pas seulement réussir, nous voulons créer quelque chose qui mérite de réussir, une plateforme dont la prochaine génération dira qu'elle a véritablement apporté l'ouverture, la liberté et l'accès équitable. » Donc, il a remis un peu au centre du village, il a remis l'église au centre du village, si vous me pardonnez cette expression, ouais. Dans un environnement en fait qui fait vraiment la part belle à la spéculation. Donc voilà, on s'est demandé pourquoi en fait on est là, pourquoi on est dans cet écosystème là et à quoi ça sert. Et je pense que c'était assez pertinent vu le contexte actuel de l'écosystème. Redonner du sens, effectivement. Et puis il y a eu effectivement cette actu Robinhood hier, les actions tokenisées qui seront émises et qui seront disponibles. Enfin, c'est la tokenisation des actions en fait qui a été annoncée hier par Robinhood. Oui, tout à fait. C'est une assez grosse information. La plupart des gens, en fait, n'y verront pas forcément d'intérêt parce que acheter des actions tokenisées, acheter des actions traditionnelles, au final, ça revient un peu au même. Mais ce que ça veut dire, en fait, en filigrane derrière tout ça, c'est que c'est le démarrage, en fait, de l'utilisation des actions, par exemple, pour faire des crédits lombards, parce que ces actions tokenisées, elles ne seront pas bloquées dans un broker. On pourra les placer dans des protocoles de finance décentralisés. Et par exemple, je vais juste vous donner une petite illustration. Avec mes actions Tesla, je pourrais par exemple ouvrir une ligne de crédit avec mes actions Tesla en garantie. Donc ça, c'est tout l'aspect de composabilité que permet la blockchain qui va être, apporté par cette série d'annonces. Je retiendrai aussi le fait que Robinhood va lancer sa propre blockchain. Donc Robinhood, c'est quand même un acteur très important de la fintech aux États-Unis. Et donc voilà, ils lancent leur propre blockchain construite sur Ethereum, ça il faut le dire. Et voilà, c'était les très très grosses annonces de cette édition. C'est la grand-messe d'Ethereum pendant 3 jours à Cannes. On l'a dit, en quoi il est important cet événement et qu'est-ce que vous attendez des dernières heures finalement, Grégory ?
En fait, cet événement, il a été, je trouve qu'il y a un tournant qui a eu lieu cette année, c'est le tournant institutionnel. D'habitude, Ethereum, enfin les TC, c'est surtout le rendez-vous des développeurs. Ça l'est toujours, hein, mais là, aujourd'hui, tout est quadrillé par les institutionnels. Robinhood est le sponsor principal de cette édition et ça dit beaucoup. C'est pas une blockchain qui sponsorise cet événement. Là, on est sur des acteurs de la finance traditionnelle et pour moi, ça c'est assez nouveau, hein. J'aimerais bien avoir votre réaction. Grégory, vous restez avec nous, évidemment, en direct. Vous intervenez quand vous voulez. Mais Yves Chouet-Fati, on connaît votre respect pour le projet Bitcoin. On connaît aussi votre avis sur Ethereum, à qui vous donnez finalement une valeur zéro. Là, on l'entend, il faut redonner du sens à l'écosystème. Même le fondateur du projet le dit. Est-ce que ça va dans le sens de ce que vous dites depuis le début ? En quelque sorte, oui. Moi, je crois que vraiment, ce que tu es en train de construire Ethereum, c'est l'infrastructure de la finance du futur. Hein, je suis tout à fait... c'est ce qu'on dit depuis longtemps à Tobam, tout sera tokenisé. Hein, Larry Fink le dit maintenant aussi, tous les actifs financiers, tous les titres, est-ce que les immeubles seront tokenisés, c'est encore une autre histoire, mais tous les titres financiers finiront par être tokenisés. Et ce que bâtit Ethereum, c'est le modèle de la future infrastructure des marchés financiers. Quand je dis effectivement assez souvent que l'Ether va à zéro, je parle du prix de l'actif Ether, je ne parle pas du superbe travail. Vous avez toujours dit que l'infrastructure est superbe, elle est passionnante, elle ouvre des champs qui dépassent les limites de l'imagination. Ça va être quelque chose de formidable, ça va réaliser un peu le rêve de Larry Fink. Larry Fink, un de ses rêves, c'est que tout le monde puisse accéder au marché financier de manière fluide, qu'on soit basé à Tombouctou, à Tokyo, à Paris ou à Londres ou à New York, qu'on ait tous accès aux mêmes prêts, qu'on ait tous accès aux mêmes produits dérivés, hein, un monde de la finance où il n'y aurait plus de risque juridique, hein, parce que le risque juridique, c'est l'ambiguïté du contrat ou c'est le fait qu'on conteste un contrat. Quand un contrat est un algorithme sur Ethereum, il s'exécute et il y a une sécurité juridique absolue. Donc moi, vraiment, ce qu'ils font tous là-bas, c'est extraordinaire, ça dépasse l'imagination. Je pense que ça va complètement inspirer les infrastructures de la finance de l'avenir. Est-ce que ce sera l'infrastructure Ethereum ou une autre? C'est pas très important. Mais ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, comme ce qu'a fait Yahoo il y a très longtemps sur Internet, ça a posé les bases de l'Internet de l'avenir. Et là, ils sont en train de poser les bases de la finance de l'avenir. On parlait d'institutionnalisation du secteur, particulièrement sur Ethereum. C'est ça qui va finalement solidifier peut-être et crédibiliser davantage ce qui manque aujourd'hui à Ethereum? Ce qui manque, je ne sais pas. Même en France, vous voyez, le seul acteur bancaire qui est très actif sur le sujet, il est actif sur Ethereum, c'est Forge de la Générale. Donc, c'est clair que la chose, pour vraiment se développer au niveau des chiffres, aura besoin que les institutionnels s'en saisissent. Et là, c'est quelque chose qui commence à se faire. Les institutionnels, aux États-Unis, il n'y a plus personne qui doute de ça. En Europe, on est encore très 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 en retard, comme d'habitude. Ouais. Mais je pense que les institutionnels s'intéressent à ça. Fidelity s'y intéresse, Bank of New York s'y intéresse, et des acteurs un peu. Robinhood, je ne sais pas si c'est vraiment un institutionnel, mais c'est une grosse entreprise. Voilà, ils s'y intéressent aussi. Ouais. Il y a quand même, vous allez aussi me donner votre avis, Thibaut, mais c'est agaçant de constater cette avance que prennent les États-Unis, à tort ou à raison, avec des réglementations différentes, avec des stratégies différentes. Mais le fait que l'Europe, sur les crypto-monnaies, soit si en retard, refuse à ce point, et vous qui êtes mathématicien, qui avez quand même misé là-dessus depuis très très longtemps, comment vous analysez cette situation, ce retard qu'on est en train de prendre, nous en Europe, sur les cryptos ? Écoutez, moi, si je dois essayer d'analyser les causes, je dirais que je dois les résumer en moins d'une heure et demie. Oui. Je vais les résumer en un mot, et c'est le mot pragmatisme. Je crois que ce qui vraiment constitue une grande différence entre l'approche américaine et l'approche européenne, au moins sur ce sujet-là, c'est l'absence totale de pragmatisme en Europe. On est en Europe enfermé dans un débat qui est un débat naturel quand il y a une nouvelle technologie qui arrive. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Oui. Et normalement, quand on est un peu pragmatique, assez rapidement, on se rend compte que le débat, c'est pas un débat entre le bien et le mal. Un couteau, c'est pas bon ou mauvais.
Une technologie ne relève pas du bien et du mal. Une technologie, elle doit relever du fait qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas. Et si elle marche, il faut en tirer profit. Et c'est ça que les Américains savent faire avec... Vous savez, le dollar a des problèmes en ce moment. Hein, pourquoi il a des problèmes ? Parce que le gouvernement américain est très endetté et qu'il a des très gros déficits et qu'on sait qu'il y a une sorte de mur de la dette qui s'approche des États-Unis. Ce qu'ils sont en train de faire, les Américains, c'est pas tout à fait bête. Ils sont en train de faire du Bitcoin une monnaie américaine. Avec les stablecoins Pas avec les stablecoins, en se saisissant du Bitcoin, en disant, je crois qu'il y a 40 États américains aujourd'hui, tu nous en parleras très savamment. Les réserves stratégiques. Les réserves stratégiques. Les entreprises, les plus grosses entreprises qui amassent du Bitcoin sont des entreprises américaines. Ouais. Mais Cocorico, il y a quand même une entreprise française qui brille vraiment dans ce domaine-là, dans le domaine des Bitcoin Treasury Company. Je crois que c'est la plus belle du monde, en fait. Le Blockchain Group. Voilà. Ouais. Je crois que vraiment, en France, comme d'habitude, on a des bons ingénieurs, des gens très ingénieux qui se saisissent des problèmes, qui en font des merveilles. Hein. Le plus ancien exchange du monde, il est français. Hein, c'est Paymium. Hein. Voilà, c'est bien avant Mandox. Donc on a des bijoux. Le problème, c'est que on a peur de la nouveauté et qu'on sort, chaque fois qu'il y a une nouveauté, on sort notre petit crucifix et puis on y va des rétro-satanas. Oui, parce que l'argument, c'est bien ou c'est mal, hein, l'argument des autorités financières. Alors que c'est une grosse bêtise. D'abord, là, il faudrait qu'ils comprennent, les autorités financières, qui ne sont pas prêtres, qui ne sont pas rabbins. Hein, le bien et le mal ne leur appartiennent pas. On va laisser ça aux prêtres, aux rabbins, aux mouftis, aux imams. Et eux, ils doivent se concentrer à laisser une chance à l'innovation. C'est ça leur boulot. Si vous regardez le mission statement du régulateur européen, c'est ça son mission statement. C'est faire en sorte que le progrès financier puisse effectivement se développer en Europe. Et ce n'est pas du tout ça qu'ils font. Prêcher des convaincus dans cette émission, Thibault. Alors effectivement, on parle de prospérité. Pour être très exact, la Commission européenne cherche la prospérité en fait de tous les contribuables, les 500 millions de contribuables européens. Et en fait, on constate qu'il y a un retard en fait politique, un retard dans les mentalités. Ça, c'est très clair. Ceci dit, tout n'est pas perdu. Je pense qu'on a des réglementations qui sont certes un petit peu plus strictes, un petit peu plus complexes à mettre en œuvre, coûteuses, tout ce qui s'ensuit. Mais on a des talents qui restent tout de même. Et du coup, si les personnes restent, c'est qu'elles restent peut-être pour d'autres raisons qui ne sont pas liées à la politique crypto en tant que telle, mais qui sont liées à un cadre de vie, etc., qu'on a en Europe et qui aujourd'hui, force est de constater, attire toujours. Il attire, puisque vous venez de le dire, Yves, le dollar quand même a perdu sur le dernier semestre face à l'euro. Donc on est un petit peu face à des chocs géopolitiques globaux, mais il faut essayer de lire en fait entre les lignes, c'est-à-dire le plan d'une politique crypto, le plan d'une politique économique qui ne lit pas encore de politique crypto en Europe, mais qui va peut-être le faire aux États-Unis, notamment via donc les sociétés qui détiennent des réserves de Bitcoin ou via les entités publiques, institutionnelles, étatiques, publiques, qui vont elles aussi essayer de détenir du Bitcoin. Donc je pense qu'il faut toujours essayer de peser et prendre du recul avant d'en tirer des conclusions plus ou moins extrapolées. Grégory, votre avis ? Je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit. Et moi, je voudrais évoquer un point particulier qui est celui des stablecoins. Donc, les stablecoins, on les a régulés d'abord en Europe, dans le cadre de MiCA. Et en fait, aujourd'hui, donc les États-Unis viennent de réguler à leur tour, mais on se retrouve avec une distorsion de concurrence énorme entre les stablecoins européens et les stablecoins dollars. C'est-à-dire que les stablecoins dollars, la réserve, en fait, elle peut être placée dans des bons du Trésor, donc rémunérée autour de 4%. Et en fait, en Europe, on n'a pas vraiment le droit, on laisse sur un peu des comptes de dépôt, donc rémunérés autour de 1%. Donc aujourd'hui, il n'y a absolument aucun intérêt pour un émetteur à lancer un projet de stablecoin euro par rapport à un stablecoin dollar, parce que financièrement, c'est pas intéressant. Il y a le modèle économique est moins performant. Du coup, là, les stablecoins dollars qui avaient déjà une dominance énorme sur le marché vont encore plus augmenter leur influence. Et je pense que si l'Europe ne fait rien pour réformer la version de MiCA actuelle, je pense que dans 2 ans, on paye tous en dollars via des stablecoins.
quand on ira dans les commerces avec nos cartes crypto qui seront encore plus grand public qu'aujourd'hui. Attention, Yves, prends des notes. Yves. Oui, effectivement. Moi, ma thèse, c'est que les États-Unis se sont emparés d'Internet. Ensuite, ils se sont emparés des banques. Toutes les grandes banques aujourd'hui sont américaines. Là, ils sont en train de s'emparer du Bitcoin. Qu'on le veuille ou pas, voilà, c'est pas une question juridique. C'est vraiment une question de lâcher les rênes du pragmatisme et faire en sorte qu'il y ait des gens qui puissent tenter l'aventure et puissent la réussir, alors qu'en Europe, effectivement, c'est très compliqué. De Bedway le sait, tout le monde le sait. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous êtes un entrepreneur dans la crypto et que vous avez le malheur d'être en Europe, vous courez avec des handicaps. Les banquiers ne veulent pas vous ouvrir des comptes. Chaque fois, peine aussi à assurer. Ben voilà, donc c'est extrêmement compliqué. Et effectivement, il n'y a aucun avenir pour l'Europe dans le monde de la crypto. Ça, j'en suis absolument persuadé. Malheureusement, on est passé à côté. De même qu'on est passé à côté d'Internet et qu'on va passer à côté de l'IA. C'est comme ça, mais il nous reste les sacs à main et beaucoup d'autres choses. C'est des grands débats dans cette émission, ça va très très loin, effectivement. On va se recentrer un petit peu sur l'activité d'Yves Choueifati. Tobam, voilà. Votre entreprise, évidemment, on la connaît, société de gestion créée en 2005. 60% de vos clients, d'ailleurs, viennent des USA. Tout à fait. C'est quoi l'actualité de Tobam aujourd'hui? Ça fait 20 ans que vous existez. Aujourd'hui, vous regardez vers quoi? Eh bien, aujourd'hui, plus que jamais, on regarde vers le Bitcoin et on vient d'opérer un changement assez radical dans la manière de faire les choses à Tobam. Tobam a créé en 2017 le premier fonds ouvert investi en Bitcoin au monde. Donc la mission de Tobam, c'est faire ce que ne font pas encore les acteurs de référence. Donc avant que BlackRock ne lance son Bitcoin, son fonds Bitcoin, nous on l'a lancé, on avait 7 ans d'avance sur eux. Mais comme notre mission c'est de faire ce qu'ils ne font pas encore, dès lors qu'ils font un fonds passif, ça devient beaucoup moins intéressant pour nous. Et ce qu'on a opéré il y a à peu près 2 mois maintenant, c'est un changement radical dans la manière dont on gère ce fonds. Ce fonds n'est plus un fonds passif. Depuis le début du mois de mai, ce fonds s'appelle maintenant Enhanced Bitcoin. Et si on regarde la performance de ce fonds depuis sa création, il était très 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 corrélé au Bitcoin. Et maintenant, on a un excess return, ce qu'on appelle un excess return par rapport au Bitcoin, de 1100%. Donc on bat le Bitcoin depuis la création du fonds de 1100%. Alors comment on fait? On pense qu'il y a 2 manières en fait de s'exposer au Bitcoin. Il y a des manières classiques et des manières nouvelles. Les manières classiques, c'était d'acheter du Bitcoin. Si vous voulez vous exposer au Bitcoin, il suffisait d'acheter du Bitcoin. Ouais. C'est ce qu'on faisait dans le passé. Il y a une manière un tout petit peu moins classique qui consistait à acheter des actions elles-mêmes exposées au Bitcoin. Vous achetez du Coinbase, vous achetez du MicroStrategy, vous achetez de ce genre de boîte. Et il y a un nouveau business qui est apparu il y a à peu près 1 an et demi. Quand BlackRock a lancé son ETF, tous les gens qui avaient des fonds simplement exposés au Bitcoin, ils étaient un peu dans une impasse, parce qu'on ne va pas se battre contre BlackRock. Okay, on aime tellement BlackRock qu'on n'aime pas se battre contre eux. On leur laisse le terrain, dès qu'ils arrivent, on leur laisse le champ de bataille. Il faut un peu l'appuyer le bouton, ça faut. Ok, on s'est dit, mais on est dans une impasse, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, en fait, de manière consciente ou inconsciente, il y a beaucoup d'entreprises dans le monde qui se sont mises à imiter un business model qui est né en 1694. Lequel? Alors, en 1694, il y a eu une réunion très importante entre des hommes d'affaires à Londres, des hommes d'affaires anglais. Et ces hommes d'affaires, ils ont décidé de créer une boîte, une entreprise, dont le seul objectif, c'était de lever du capital et d'acheter de l'or. Quelques temps plus tard, ils ont rebaptisé cette boîte et l'ont appelée The Bank of England. En 1800, il y a un homme d'État français qui s'appelle Napoléon, qui était à l'époque premier consul. Il a réuni les 100 familles les plus riches de France et il leur a dit on va faire comme les Anglais. Vous allez créer une boîte, vous, les 100 familles les plus riches de France, et le seul objectif de cette boîte, ce sera de lever des capitaux et d'acheter de l'or. Cette boîte, on va l'appeler la Banque de France. L'or est un instrument qui permet la conservation de valeur de manière extrêmement archaïque. L'or, il a un problème, c'est qu'il est complètement inauditable. On ne peut pas auditer un stock d'or. Si vous voulez auditer 10 lingots d'or, vous n'avez qu'une seule manière de le faire, il faut faire fondre les 10 lingots d'or pour voir si effectivement c'était de l'or ou pas. Il n'y a pas d'autre méthode fiable.
il y a un certain nombre de personnes qui réfléchissent sur cette planète et qui pensent que la future clé de voûte du système de la confiance sur cette planète, c'est le Bitcoin. Parce qu'on ne peut pas être la clé de voûte du système de la confiance et ne pas être auditable. Et là, il y a un objet qui brille par sa simplicité. Le Bitcoin, c'est l'objet le plus simple du monde, l'objet financier le plus simple du monde. Il suffit de 5 mots pour le définir. Je les connais. Et voilà, vous les connaissez. Ouais. Donc, je ne vais pas vous les sortir. J'ai compris. Si, on peut les sortir. C'est numérique. C'est numérique, c'est solide, c'est pair à pair. La gouvernance est décentralisée et il y en a 21 millions. Et voilà, si vous avez compris ces 5 propositions, vous avez compris le Bitcoin. Et là, il y a des gens à travers toute la planète qui pensent qu'effectivement cet objet est extrêmement simple, extrêmement solide, extrêmement auditable, infiniment auditable, et il pourrait devenir le clé de voûte du système de la confiance sur la planète. Le système de la confiance, ça s'appelle l'économie, ça s'appelle la finance, ça s'appelle la monnaie. Okay, et à travers le monde, il y a des entreprises qui se sont donné cette ambition. On veut refaire le même truc que ce qu'ont fait les Anglais en 1794. Il y a une boîte qui a pris le leadership de ça aux États-Unis, évidemment. Stratégie. Michael Saylor, Stratégie, qui s'appelait autrefois MicroStrategy. Il y a une boîte au Japon, Metaplanet. Il y a une boîte qui a, comme d'habitude chez les Français, essaye de faire ça de manière extrêmement cartésienne, extrêmement carrée, extrêmement disciplinée. C'est The Blockchain Group, il y a une boîte côté à Paris. Oui. Et ces boîtes, elles sont en train d'organiser un système, un écosystème nouveau, qui n'existait pas il y a 1 an et demi. Okay. Et c'est ce système-là qui a décidé d'épouser Tobam et qui a décidé d'appuyer Tobam. Donc on passe des accords avec ces boîtes pour les aider à atteindre leurs objectifs. Et on a créé des fonds qui sont en fait, c'est pas Tobam qui les aide, c'est les fonds de Tobam qui les aident. Et c'est les fonds de Tobam donc qui bénéficient des progrès que fait cet écosystème. Les Bitcoin Treasury Companies. Un petit mot, Grégory, depuis Cannes, sur ce que vous venez d'entendre. En fait, moi, j'aimerais poser une question à Yves parce que, en fait, l'histoire des Bitcoin Treasury Companies, elle est vraiment sur toutes les lèvres à Cannes. Mais on parle aussi beaucoup des Ethereum Treasury Companies. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis d'Yves à ce sujet-là. Écoute, quand tu veux créer une Treasury Company, il te faut un actif, il ne te faut pas une technologie. Moi, je suis un très grand admirateur de la technologie de l'Ethereum. Je ne suis pas un très grand admirateur de l'actif Ether. Et malheureusement, quand tu crées une Treasury Company, il faut que tu accumules des actifs. Et la thèse d'investissement de l'Ether en tant qu'actif, c'est une action d'entreprise, ce n'est pas une commodity. Le Bitcoin est une commodity, c'est un objet très inerte que tu peux accumuler et qui te donne la sécurité de l'immuabilité. Le Bitcoin est immuable alors que l'Ethereum n'arrête pas de muer. Et donc, c'est pas l'Ether, c'est quelque chose qui, effectivement, si tu crois à l'entreprise Ethereum, tu peux accumuler dans un portefeuille action, mais ce n'est pas un actif, si tu veux, qui a les mêmes caractéristiques d'immuabilité. Ça ne peut pas être la clé de voûte de la confiance. C'est un objet qui est foncièrement spéculatif. Votre avis, Thibault ? Alors, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, en fait, Ethereum n'a pas du tout la même promesse de valeur, la même thèse d'investissement, et il n'y a pas de rareté réellement programmée. On va avoir un discours marketing, etc., qui peut effectivement laisser penser que, mais contrairement à Bitcoin, qui depuis 16 ans fait ses preuves, en termes de rareté programmée, une planification à la minute presque. Et d'immuabilité. Et d'immuabilité. Et donc en fait, Ethereum, c'est plus compliqué de lire entre les lignes. Et ce qui est complexe en termes de lisibilité, forcément, acquiert moins de confiance. Et donc, difficile de capitaliser dans une Bitcoin Treasury Companies ou alors... que ce soit Ethereum, ou alors que ce soit un État, même si on fait un petit lien avec les réserves stratégiques de certains États, c'est beaucoup plus compliqué en fait d'imaginer qu'un État thésaurise des Ethers. Il nous reste 4 minutes. On va revenir sur ce que fait Cryptosphère. Expliquez-nous ce que c'est Cryptosphère. Alors, donc, Cryptosphère, c'est le premier projet étudiant en Europe qui s'est intéressé dans toutes les écoles de commerce, enfin plus d'une vingtaine, pour être très précis, 22 écoles de commerce, d'ingénieurs et d'informatique. Et donc, en fait, on propose tout simplement des hackathons, des formations, tout un réseau, puisque le réseau Cryptosphère s'est lancé en 2017 et a formé actuellement plus de 800 membres, mais a touché plus de 150 000 personnes. On a fait nos propres estimations. Donc voilà, on salue toutes les générations de Cryptosphère
On sait qu'en France, on a quand même un gros problème avec l'éducation financière en général. Moi, je suis très contente d'entendre qu'il y a Cryptosphère et qui est diffusé dans les écoles de commerce. Quelle est l'appétence pour les jeunes générations pour les cryptos ? Et je ne parle pas des Trump Coin ou du Solana. Je parle vraiment de la crypto et le Bitcoin comme futur, finalement, de la finance. Est-ce qu'ils ont déjà une idée de ce que ça pourrait être et de ce qu'ils pourraient, eux, construire dans ce domaine ? Alors bien sûr, je pense que déjà, comme tous les jeunes, il y a une part de curiosité qui est très importante, qu'on soit en école de commerce, en école d'ingénieur ou en école d'informatique. Et nous, c'est justement, Cryptosphère, c'est laisser le bénéfice du doute. Et si le Bitcoin était effectivement une monnaie alternative en devenir ? Et si un État thésaurisait du Bitcoin ? Et si l'Ether... Que deviendrait l'Ether, par exemple ? Et donc, toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on aborde en interne avec nos membres. C'est des débats passionnés. Et alors, les réponses, c'est quoi ? Ils s'intéressent plutôt au Bitcoin ? Ils s'intéressent plutôt à des projets qu'ils vont mettre en place sur d'autres blockchains ? Alors, force est de constater que ces 8 dernières années, on a eu on était au début Cryptosphère très axé sur Bitcoin, ensuite progressivement sur les NFT, Ethereum, etc. Ouais. Et aujourd'hui, il y a quand même un petit retour en arrière que je salue. Et, à nouveau vers Bitcoin ? Voilà, à nouveau vers Bitcoin. Tout simplement parce que le temps fait la part des choses, la rareté programmée fait la part des choses, l'éducation fait la part des choses, et parfois on se trompe quand on apprend. Et donc nous, on n'a absolument pas peur de ça. Et d'ailleurs, l'association détient des bitcoins et des Ethers en trésorerie à notre très très humble échelle. Et nos comptes sont audités par un expert comptable. Donc voilà, je tenais à le saluer. Ça vous rassure, Yves, d'entendre ça, que oui, l'attention revient vers l'essentiel, peut-être, ou ce qu'il y a de plus crédible, ou qui a peut-être plus de sens, de cohérence ? Disons il faut s'intéresser à tout, hein, surtout quand on est étudiant. Hein, donc c'est très bien de s'intéresser à tout. C'est vrai que certains ont laissé penser à un moment donné que le Bitcoin c'était le passé. En fait, le Bitcoin c'est vraiment l'avenir. Le Bitcoin n'est pas concurrent des autres. Hein, les missions sont très différentes, comme tu l'as dit. La mission que s'est donnée Satoshi au début, c'était une mission financière, ce n'était pas une mission technologique. Et la seule qui répond vraiment à cette mission financière qu'avait donnée Satoshi au début en créant la blockchain, en créant tout, c'est la mission que continue à porter avec énormément de succès le Bitcoin. Et les autres ont d'autres rôles à jouer, pas toujours très bien identifiés, mais il faut s'y intéresser aussi parce que l'avenir de la finance passera par les smart contracts, c'est quelque chose qui est certain. Un mot pour finir, Grégory. Ouais, je ne vais pas le dire très fort parce que je suis quand même à une conférence Ethereum, mais en fait, quand on commence souvent par Bitcoin, après on s'intéresse à tout le reste de l'écosystème et en fait on boucle la boucle en revenant vers Bitcoin. Je pense que c'est le parcours assez naturel de la plupart des gens dans cet écosystème. On finit tous Bitcoin maximaliste à terme, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Mais effectivement, ne le dites pas trop fort de là où vous êtes. Vous reviendrez safe sur le plateau très très vite. Merci beaucoup à tous les trois. Ça passe évidemment trop vite. Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale, qui était avec nous depuis Cannes. Yves Chouefati, président, fondateur de Tobam. Et Thibault Langlois-Berthelot, fondateur de Cryptosphère et administrateur de Cryptosphère. Merci à tous les trois d'être venus. Je vous laisse tout de suite entre les mains de BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.